avec le professeur Michael Singleton, que je suis très heureuse d'accueillir ici. Michael Singleton a été professeur et donc professeur émérite de l'Université de Louvain, une de nos grandes universités ici. Merci Thierry. Ça va? Ça marche mieux. Hein? Je suis très contente de l'accueillir, d'autant plus que moi je l'avais rencontré dans les couloirs de l'UNIF précisément, quand j'étais à la FOPES, et qu'il donnait cours lui-même à ce qu'on appelait la FOPES Sud, donc en politique économique et sociale à Louvain. Le professeur est donc un spécialiste de l'anthropologie depuis très très longtemps. Vous avez une histoire assez longue et chargée, je pense. Je ne vais pas faire toute votre biographie parce qu'on pourrait la trouver sur Internet, je crois. Quoique, si vous allez sur Internet et que vous mettez professeur Michael Singleton, soyez attentifs au fait qu'il y a un deuxième professeur Michael Singleton à l'UCL actuellement, et que donc, bien que ce soit des noms très particuliers, vous risquez de tomber sur quelqu'un qui est un spécialiste des enzymes. Tandis qu'ici, nous avons affaire à une personnalité très proche de tout ce qui est la réalité sociale, culturelle, politique. Et le professeur Singleton a fondé comment est-ce qu'on appelle votre laboratoire? Le laboratoire d'anthropologie prospective à l'UCL, et il me laisse parler sans compléter. Hein? Et il vient de me dire qu'une chaire Michael Singleton a été déjà ouverte à son nom à l'UCL. À titre posthume, en tout cas, voilà. Donc, les étudiants anthropologues de l'UCL peuvent vous parler pendant des années de Michael Singleton. C'est un animateur d'auditoire né. On m'a dit, attention, tu dois bien cadrer. On va voir ça. Donc, vous avez accepté de parler 3 quarts d'heure et puis de donner la parole à l'ensemble. Donc, vous me permettez de vous interrompre. Voilà. Parce qu'ils ont vu que ce soit vous qui parliez. Quelques avertissements d'usage. Ne dites pas que l'accent belge devient de plus en plus bizarre. C'est peut-être le cas, mais ce n'est pas ma faute à moi parce que je suis à moitié britannique. Et c'est la moitié britannique qui vous parle ce soir. Autre avertissement, à l'UCL, j'ai travaillé longtemps avec l'épouse, que je suppose fidèle, du directeur de test d'achat à l'époque. Et donc, je suis très à cheval sur le droit de consommateur. Et moi, le label bioénergie, j'y connais, mais je n'arrive pas à mettre des choses dedans. L'anthropologue, effectivement, tombe souvent comme un cheveu dans la soupe. Il faut désormais un anthropologue dans n'importe quel bazar pour assurer la dimension culturelle. Il fait un peu comme les majorettes pour exciter les foules. Quand tout le monde est en train de dormir après le repas, il raconte quelques blagues sur les cannibales de la Patagonie et tout le monde est content. Je me rappelle une fois, j'étais invité à un grand colloque pas très loin d'ici, dans une grande banque bruxelloise. Il y en avait à l'époque avant qu'il ne fasse faillite. Et c'était sur les maladies du travail. Variantes, ceci et cela. À la fin de la journée, on m'a dit, monsieur le professeur, vous n'avez rien dit encore. On m'a dit, mais c'est clair pour nous, c'est le travail qui est une maladie. Cessez de travailler. Les anthropologues sont toujours un tout petit peu décalés par rapport au sujet imposé. Il n'empêche, si vous voulez, que je suis parti en Tanzanie il y a 2 siècles, en 69.
siècle, le 6e siècle. Chez des gens qui s'appelaient les Wakonongo, c'était des agriculteurs sur brûlis, ils habitaient dans un grand forêt plus ou moins clairsemé, des gens très sympas. Et je dis, au départ, par la force de notre culture judéo-chrétienne récente, nous sommes programmés pour retrouver chez l'autre le même, en plus petit, en moins performant, mais quand même, depuis Valladolid, si vous voulez, là on a décidé que les Noirs, c'était pas les chimpanzés, donc on pouvait les baptiser sans risquer le sacrilège. Donc, peu importe votre couleur, même les femmes étaient finalement donc on a ça sur le dos, on a les droits de l'homme et de la femme aussi, qui disent peu importe votre couleur, votre âge, votre sexe, votre culture, votre condition sociale, nous sommes foncièrement égaux, ontologiquement, organiquement, nous sommes les mêmes. Et donc même les anthropologues, si vous voulez, bon, à Oxford, notre manuel s'appelait Other Cultures, d'autres cultures, mais c'était toujours un peu des variations, un peu de l'écume ethnographique sur une identité essentiellement identique. À la limite, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'irais me farcir les moustiques et les anthropomorphes si ils sont tous les mêmes? C'est un peu bizarre comme discipline. Mais néanmoins, je dis, effectivement, dans les premières semaines, les premiers mois, vous avez l'impression qu'ils sont très sympas, très accueillants, et ils sont foncièrement les mêmes, si vous voulez, au niveau corps, ce qui nous intéresse ce soir. Évidemment, ils avaient des pieds, ils avaient des nœuds, des nez, ils avaient des cheveux un peu différents, etc. Mais en gros, je me suis reconnu quand même. Les femmes et les filles se soignaient. Bon, ça n'allait pas chercher très loin du côté vestimentaire. Elles avaient des simples pinces et des grands draps de lit coupés en deux, colorés, noués autour des seins, et l'autre moitié comme châle. Ce qui posait des problèmes, parce que quand vous pilez du maïs et vous n'avez que ce bazar autour des seins, après quelques secondes, ça tombe par terre. Et l'autre moitié de votre temps, vous êtes en train de chasser des poulets. C'était le père supérieur de la mission où j'ai appris la langue, c'est pas pour rien qu'elles sont un peu arriérées. Elles passent la moitié de leur vie à chasser des poulets qui bouffent le maïs, et l'autre moitié à remettre leur bâton. Pas le temps de s'informer. Elles passaient beaucoup de temps, si vous voulez, à se pétiner aussi. Et là, c'était pas, moi je me suis rendu compte que c'était pas tellement les cheveux qui comptaient, mais le fait d'être ensemble entre femmes, loin des hommes, loin du regard des hommes, parce que c'est un système uxorilocal de notre jargon, ça veut dire on arrache la femme de chez elle au loin pour l'amener dans le foyer, non pas tellement de son mari, mais de son beau-père, du vieux patriarche. Donc ces pauvres femmes étaient comme des satellites géostationnaires longtemps avant de donner des bébés au lignage. Elles étaient vraiment très isolées. Le seul moment où elles se trouvaient ensemble, c'était sous prétexte, entre guillemets, de se faire leurs cheveux. Les garçons aussi ils se soignaient, ils étaient sportifs, avec l'idéal de Mohamed Ali et tout ça. Dans les premiers temps, effectivement, entre guillemets, chez moi, comme je dis, en plus petit, en moins performant. Et petit à petit, il y a des choses, c'est quand vous vivez avec les gens, vous passez en touriste, effectivement, vous ne vous rendez pas compte à quel point, malgré les apparences, les gens peuvent être vraiment autres. Je me rappelle aussi, dans les premières semaines, que je suis passé par politesse derrière une vieille femme qui était assise sur un tabouret. Comme ça se fait, on ne passe pas devant, on passe derrière, du moins. Ici de la place, chez nous. Et elle m'a engueulé en disant, vous avez marché sur mes médicaments. Moi, je regardais par terre, je voyais strictement rien. Je dis, mais il n'y a que votre ombre qui vous dit, il y a votre ombre. Mais là, il dit, mais justement, les médicaments sont là-dedans. Vous avez marché dessus.
Ouais, ça fait un peu bizarre au début. Des expériences comme ça, lors des funérailles aussi, si vous voulez, les premières funérailles auxquelles j'ai assisté, c'était émouvant. C'était un vieux, il était bien au-delà des dates limites. Il est parti. Et les gens se sont ressaisis, si vous voulez, parce que c'est une perte. Un vieux qui meurt, comme disait l'autre, c'est une bibliothèque qui brûle. Et donc le village était très secoué, et les femmes se sont mises à danser en rond, un peu comme ces fameuses chenilles processionnaires, ça tournait en rond. Et je me suis dit, ça fait vraiment... Elle n'avait plus de corps propre, entre guillemets, elle ne faisait que corps face à la perte, si vous voulez, d'un élément clé. C'est tout le contraire de nos danses à nous, où chacun gigote dans son coin. Nos danses sont foncièrement solipsistes, surtout depuis que le valse et tout ça a disparu dans le décor. Donc, c'est un peu l'équivalent corporel du selfie. Danse, les lumières qui clignotent. C'est chacun qui tire son plan tout seul, comme un grand. De nouveau, quelque chose qui te donne à penser. L'autre ne te donne pas des leçons, mais parce qu'il fait, il te donne à penser. Et puis aussi, un jour, il y a mon voisin qui vient et il me dit, j'ai mal à la tête. Donc moi, j'avais un stock de médicaments. Chaque fois que je passais dans la mission, je remplissais un sac avec tous les médicaments périmés du grand peuple américain. Entre autres, il y avait des poudres amaigrissantes. Les gens étaient maigres comme des allumettes, ils n'avaient pas besoin de maigrir. Ils adoraient ça, c'était un peu sucré. Ils mettaient ça dans leur bière. Ça écumait ça. C'était très bon. J'avais des aspirines, j'avais des fromages, j'avais toutes sortes de trucs. Et je dis, bon, mais voilà, aspirine. Et puis il m'a dit, mais pour la belle-mère, on fait quoi? Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis, entre guillemets, médecin, il n'est pas occupé de ta belle-mère. Non, mais il a dit, mais elle est devenue excessivement chiante. C'est la vocation des belles-mères. Donc, il a dit, bon, je prends les aspirines, puisque c'est cadeau, c'est toujours ça. Mais il faut qu'on aille quand même voir mon muganga, mon médecin. C'est mal traduit, en fait. Le muganga dans le monde bantou, c'est un clairvoyant. Il voit clair dans n'importe quel problème, pas uniquement les problèmes de santé, c'est un peu comme les marabouts. Ils sont polyvalents. Tu as besoin de coucher avec la femme du voisin, mais il va t'aider à faire ça. Tu as besoin du boulot, il va le régler. Il ne pleut pas assez, il va faire la pluie. Donc le muganga, c'est un clairvoyant qui a les remèdes en plus. Il sait ce qu'il faut faire pour en sortir vivant. Donc il a dit, on va aller voir le muganga. Et on est allé le voir. Il a dit, bon, on va aller voir ta belle-mère. On est allé chez cette grande vieille dame qui est aussi, le village était tout petit, on est allé chez elle, je la connaissais bien, elle était veuve, elle devait travailler seule pour faire son maïs, si vous voulez, je l'admirais. Et le muganga, il a dit à cette grande vieille dame, Achaou Chaouewa, laisse tomber ta sorcellerie, tu es en train d'empoisonner la vie de ton beau-fils et de tout le voisinage. Moi, j'ai dit, mais elle va exploser, elle est excessivement gentille. Elle a dit, oui, vous avez peut-être raison. On peut être sorcier à l'insu de son plein gré. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme... Et il faut comprendre bien. On était effectivement au mois de février, c'est la petite saison sèche. Les pluies arrivent au mois de novembre, il pleut jusqu'après Noël, et puis il y a une petite période où il n'y a plus de pluie. Si ça dure trop longtemps, votre maïs sèche sur le pied, il faut recommencer les cultures. Donc ça se comprend que cette pauvre dame qui n'en sortait pas déjà, et
était devenue plutôt nerveuse. Oh, le Muganga dit, mais il n'y a pas de problème. Donne-moi un poulet noir. Bon, on va bien manger, quoi. Le Kanké, c'est bioénergie. Un poulet, c'est toujours ça. Bien. Et on est allé sur les Mazimbo, sur les tombeaux de ses ancêtres. On a sacrifié le poulet, on a donné le poulet un peu à son arrière-grand-père pour qu'il se calme et qu'il fasse revenir la pluie. On a mangé le poulet, comme il dit, c'est toujours ça dernier. Et je trouve ça remarquable. Pour nous, si vous avez mal à la tête, c'est que vous êtes en dérangement neurophysiologique. Et d'office, les aspirines, ça marche, que vous soyez noir, blanc, rose, bonbon, vieux, jaune, n'importe quoi, l'aspirine, ça marche. Si vous êtes un peu toc-toc maboule, eh bien, vous êtes dans la psychosomatique. Là, il faut aller voir un psy, ça va coûter plus cher et ça ne va pas servir à grand-chose. Ce gamin, effectivement, il était un peu caractérisé, on peut quand même encaisser un belle-mère sans l'avoir mal à la tête, mais il était effectivement un peu faible du point de vue psychosomatique. Mais ce qui est remarquable, c'est le socio-somatique. Le Muganga, lui, il s'en fout. Ce qui est remarquable dans la médecine dite primitive, c'est que le médecin, il ne va jamais demander ou pousser plus loin les analyses. Il croit sur parole. Vous avez mal à l'estomac, vous avez cassé votre jambe, vous crachez du sang. Là, il accepte ce que vous dites parce qu'il n'y a pas moyen de pousser plus loin. Donc, le somatique, c'est le moindre de ses soucis. Le psychosomatique, à la limite, c'est bon parce qu'il vous écoute. Il y avait un beau programme hier à la BBC où on dit en Angleterre, le médecin, l'entretien thérapeutique, en moyen, c'est 9 minutes et quelques. Si vous êtes du même club que le médecin, ça peut aller à 12 minutes mais jamais plus. Tandis qu'on a la vie. On peut aller toute la matinée à discuter. Et dans le programme de la BBC, on a fait ça avec des gens qui avaient mal au dos. Après, on leur a donné un placebo et ça marchait mieux chez les gens à qui le médecin s'était montré empathique, qui avait pris du temps à discuter de tout et de n'importe quoi. Ça avait une rétroaction, si vous voulez, qui était visible au niveau biochimique, neurophysiologique. Donc, cette espèce d'empathie n'est pas plus loin psychologique, ça a des impacts sur certaines personnes vraiment calculables en neurones, en déplacement de neurones ou je sais quoi. Et donc, effectivement, il y avait, en plus, si vous voulez, le socio-somatique. Ça, c'est crucial en Afrique. Ils savent très bien que si vous n'êtes pas bien dans votre peau, c'est que vous êtes mal en point dans votre corps social. Et donc, ces histoires de la belle-mère, ce n'est pas en supplément, ce n'est pas bidon, c'est qu'effectivement, il faut que le corps social marche bien. Et là, dans notre médecine, à nous, on est totalement décalé. Si vous allez chez votre médecin, vous avez mal à l'estomac, il ne va pas demander est-ce que vous êtes au chômage, est-ce que vous faites une thèse avec un prof chinois, etc., etc. Non, il va vous donner des trucs pour vos maux d'estomac. Tandis qu'en Afrique, la première chose que le Muganga va enquêter ou approfondir, c'est votre réseau social pour voir si vous êtes bien intégré, ce qui n'était pas le cas de ce gamin et sa belle-mère. Et donc on a cherché à remédier en tant que médecin. Son boulot, c'est de mettre les rapports sociaux en état de marche. Mais encore plus, si vous voulez, on a déjà le somatique qui est le moindre des soucis, le psychosomatique éventuellement, sans trop s'y attarder, sociosomatique très important. Dans n'importe quelle maladie, ce n'est pas uniquement pour les maladies que nous appelons psychosomatiques. C'est sociosomatique, tout mal-être, tout malaise a une étiologie sociologique aussi, mais écosomatique aussi, ça veut dire c'était la pluie.
le médecin, il est météorologue. Vous allez chez votre médecin ici en Wallonie profonde, j'habite dans une réserve indigène du côté de Namur. Et si j'ai demandé à mon médecin, écoute, il pleut un peu trop en Belgique, fais quelque chose. Tandis qu'en Afrique, c'est son boulot. Il est faiseur de pluie. Parce qu'en faisant la pluie, vous calmez la belle-mère se calme, et le gamin se calme, et ses maux de tête disparaissent. Là, je dirais, comme extension bioénergétique, on fait pas mieux. Tout est dans tout. Les aspirines, puisqu'on y parle. Ça, quand je donne les cours à des médecins avec sans frontières qui partaient emmerder les Africains, ils disaient toujours, oh, c'est bien, dimension culturelle, c'est excellent, ça, il faut vraiment faire attention. Nous, on a la vérité, rien que la vérité, c'est l'emballage, il faut soigner l'emballage. C'est un peu comme dans le monde missionnaire où je viens, on avait l'évangile, la parole de Dieu, mais il fallait soigner l'emballage. Et donc, puisque les termites bouffaient les harmoniums, on a fini par laisser les Africains battre des tambours pendant la messe. Mais pas question de négocier la messe. C'est la même chose pour les médecins. Les aspirines, ça marche pour tout le monde, si vous voulez. Mais si au Japon, par exemple, le blanc, et en Afrique aussi, le blanc est le symbole des morts, eh bien, on peut colorer ça autrement. Chez les musulmans, on va voir les aspirines vertes. Chez les Japonais, on va voir les aspirines jaunes. Je dis, attention, dans votre boîte d'aspirine, en toute petite lettre, il est écrit « Ceci peut nuire gravement à votre santé culturelle. » Parce qu'en avalisant la pilule, l'aspirine, vous bouffez Platon et Aristote, Jean-Paul II, Thomas d'Aquin et tous ces gens qui croient que l'homme est fait de corps et d'âme. Et que le corps, si ça marche bien, mais l'âme, il est en supplément, le psyché est en supplément. Et donc, si vous n'êtes pas un peu Dr Maboul, l'aspirine, ça doit marcher. Donc, quand vous donnez une aspirine à un Africain, vous lui imposez une logique humaine qui est excessivement candide, excessivement gréco-latine et judéo-chrétienne. Vous êtes dans la mission. L'aspirine, c'est de l'apostolat. Vous êtes en train d'essayer de le convertir à votre vision de l'homme. Parce que chez les Wakanongo, on n'avait pas une vision très compliquée. Bon, l'ombre, en partie intégrante de notre identité, c'est un peu différent de ce qu'on a dans nos têtes à nous. Mais en gros, les Wakanongo avaient 2 ou 3, 4 éléments. Mais il n'y a pas de manuel d'anthropologie Konongo, si vous voulez. Tout le monde se fait ses idées de son identité, mais il y a des ethnies en Afrique de l'Ouest où on compte jusqu'à 9 éléments dans l'identité humaine. Quand vous donnez l'aspirine, vous le donnez à quoi là-dedans? Oui, il est bon à son cerveau, mais oui, de toute façon, dans la plupart des cultures non occidentales, le cerveau, ça ne sert à rien, c'est les tripes, les viscères. C'est le cœur, si vous voulez, où se situe l'essentiel de l'identité humaine. Quand j'étais à l'UCL, dans le programme des Nations Unies, j'avais une fois comme étudiant quelqu'un qui avait été ministre de l'enseignement de Burkina Faso. Rhodésie. Non. Haute-Volta. Non, c'est un type très anarcho-gauchiste qui a été renversé, mais peu importe. Sankara. Et Dassamson avait été son ministre, il était un peu en exil chez nous, et un jour après Noël, il vient chez moi, il a dit, Mike, aussi, aujourd'hui, je suis mon grand-père. Et moi, malgré mes années d'Afrique, j'ai dit, moi, je comprends, là, en Belgique, c'est un peu comme chez les Esquimaux, il fait noir pendant 6 mois de l'année. Les Belges ne sont pas très chauds, encore moins en hiver. En été, je comprends que tu suis les traces de ton grand-père. Tu as la nostalgie du pays.
Tu n'as rien compris. Aujourd'hui, je suis ontologiquement, matériellement, métaphysiquement, je suis mon grand-père. C'est tout. Parce que quand je suis né, mon grand-père, que je n'ai jamais connu, et qui avait l'oreille droite tordue, eh bien, mon oreille était tordue, et donc c'est le grand-père qui était revenu. Là, tout d'un coup, de nouveau, vous êtes décalé, parce que je lui ai dit, écoute, fais gaffe, ne dis jamais ça au doyen. Parce que chez nous, si vous dites, aujourd'hui, je suis Napoléon, là, vous êtes bon, c'est pas possible. Le blanc, il est lui-même un point, c'est tout, et s'il se croit être autre chose, c'est pas possible. Là. Ou tu dois être toi-même un point, c'est tout. Mais en Afrique, on peut être à la limite tout et n'importe quoi. Mon voisin, dans ce village en Tanzanie, c'était un forgeron, un pied-beau, donc il était là toute la journée. Il papotait souvent avec lui. Et un jour, il m'a dit, tu sais, mon père était un homme-lion. Ouais. D'abord, j'ai compris, embryon. Non, il a dit, homme-lion, Simba Mtu. Il a dit, il devenait lion. Il a dit, effectivement, quand j'étais petit, on est allé en brousse, si vous voulez, et à un certain moment, j'avais 10, 12 ans, et à un certain moment, on arrive devant un immense kizou, c'est un peu de regarder derrière, il y a une espèce de pyramide en verre. Mais les termitières en Afrique, par contre, c'est aussi grand que ça. Il a dit, bon, toi tu passes à... Il y a beaucoup de takataka, beaucoup de buissons autour. Toi tu passes à gauche et moi à droite. Et le forgeron, il dit, je croyais que papa avait fait pipi, c'est tout. Quand je suis sorti de l'autre côté du termitière, j'étais face à face à un lion. Je suis tombé dans les pommes. Je me suis revenu à mes esprits, et avec eux, mon papa qui a dit motus et bouche cousue. Pour moi, je sais très bien, il suffit d'aller ici au musée de Tervuren, il y a tout l'accoutrement, tout l'appareil de l'homme lion parfait. Il y a des sabots en bois, il y a des griffes en fer forgé, il y a un pot de léopard, c'est la même chose. Les hommes léopards, les hommes lions, c'est le même combat. Et donc, dans mon esprit, c'était clair que le vieux s'était vêtu de lion pour effrayer son gamin, pour voir s'il était capable, lui, de prendre la relève éventuellement dans l'association des hommes lions. Parce qu'il y a des hommes lions qui chassent les hommes lions, qui sont les hommes lions qui envahissent le village, c'est un peu comme je suis par là, vous parlez des hommes lions. Et donc, j'ai dit au vieux du village, écoute, c'est bidon votre truc. Si j'avais eu un truc à enregistrer, un vidéocaméra, on aurait vu que le vieux Mazombe, il s'appelait, il s'habillait en lion, il faisait semblant. Oui, ils m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre, ce qu'on est dans d'autres cultures. Ils ont dit, mais non, c'est très bien. On sait qui a fabriqué les griffes, c'est le forgeron. On sait très bien qui a fabriqué les sabots. On sait bien qui lui a donné la peau de lion. Mais quand nous mettons la peau d'un lion, c'est comme nous mettons les masques, nous devenons ontologiquement cette chose-là, si vous voulez. Et donc, l'habit fait le moine, si vous voulez. Ils ne mettent pas quelque chose comme nous, un masque pour se déguiser. Il devient un lion. Ça veut dire que leur idée d'être animal et d'être humain sont totalement différentes des nôtres. On n'a pas affaire à des gens qui pensent Homo sapiens et Léopanther. Pour nous, c'est impossible qu'un homme devienne un lion. Mais si vous avez une autre idée de l'identité humaine, avec une labillité vitale entre les différentes strates des vivants, vous pouvez devenir même un cacao, même un ananas. On est dans un monde, l'animisme c'est ça. Tout, le même combat. On n'a pas ces saucissonnages du type occidental entre
l'humain, et le supra-humain, et l'infra-humain, et l'extra-humain. Donc, de nouveau, à chaque fois, ces expériences m'ont secoué et m'ont fait comprendre que, bon, ils avaient un mot pour dire corps, muiri. On est bien obligé de le traduire, si tu veux. Mais ça ne veut pas dire du tout ce que ça veut dire pour nous. On peut traduire body, corps, entre nos langues indo-européennes et dans l'ère culturelle européenne, en gros, que le corps des Anglais est très stable, très constipé, c'est pas aussi relax que les Espagnols ou les Italiens. Déjà chez nous, il y a un chevauchement dans l'expérience corporelle. Mais quand vous êtes dans une autre culture, on ne peut plus traduire. Il y a une illusion d'optique qui vous fait comprendre qu'en gros, c'est un corps comme chez nous, mais ce n'est pas du tout le cas. Vous êtes dans un tout autre univers mental. Et aussi, bon, ils étaient tous devenus catholiques dans les années 30. Donc, ils avaient du mal à enquêter sur ce à quoi ils avaient cru avant, si vous voulez. J'ai dit, bon, avant que les pères blancs sont venus pour donner le vrai programme, à quoi est-ce que vous croyez, si vous voulez, autrefois, après la mort? Qu'est-ce qui arrive après la mort? De nouveau, il n'y avait aucune allusion à une quelconque, si vous voulez, désincarnation, réincarnation. Le mort, bon, son corps, ce que nous appelons son corps, disparaît dans le décor, mais il n'est pas pour autant immatériel ou invisible, et encore moins intangible. Ils m'ont dit, vous voyez les collines là à l'horizon? Je dis oui, mais ils étaient là, les morts vivants. Ils ne sont pas très loin, les ancêtres. Ils sont dans ce village et ils continuent à vivre plus ou moins comme ils étaient de leur vivant au village. Ça ne change, le monde ne change pas grand-chose. Aucune idée d'une résurrection, si vous voulez. De toute façon, quand vous réfléchissez un peu, dans le christianisme classique, justement, à quoi ça sert, si vous voulez, chez les amis musulmans, c'est mieux pour les hommes du moins. Le paradis, c'est quand même une espèce de club med mal. Mais le ciel chrétien, c'est une sorte de télévision théologique à chaîne unique pour l'éternité. Avec un peu rasoir aussi. Et surtout, je ne vois pas pourquoi on retrouverait son corps si ce n'est qu'à se mettre à genoux. C'est vrai, quand tu réfléchis un peu, pourquoi est-ce qu'on insiste tellement sur la résurrection des corps? C'est un grand supplément aussi. C'est vrai, là, pour la télévision béatifique, on n'a pas besoin de corps. Ça, c'est un problème théologique. Bon, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai vécues, si vous voulez, et qui ont finalement, ça finit par faire tilt dans ta tête. Parfois, les conversions sont rapides. Saint-Augustin, tout d'un coup, dans un jardin à Milan, en écoutant quelqu'un lire l'évangile à côté, il devient plus catholique que le pape à l'instant. Quelqu'un comme Darwin s'est réveillé, agnostique, sans trop le vouloir, sans trop le savoir. C'est un peu comme ça l'anthropologie, c'est là. Ce cumul d'expériences, d'épaisseur, si vous voulez, et d'anecdotes, finissent tôt ou tard, peut-être même pas sur le terrain, mais plus tard, quand tu commences à mettre un peu d'ordre dans tes notes, tout d'un coup, tu dis, mais ils étaient vraiment autres. Ils n'étaient pas le même. Ils n'étaient pas une variation sur la mêmeté universelle, ils étaient vraiment autres. Ça, c'est peut-être très difficile d'accepter parce que tout de suite, on est dans la discrimination, dans la distanciation, dans une asymétrie inacceptable. C'est un peu ce que j'essaierai d'expliquer d'une manière plus théorique. Parce que très souvent,
emporté par une sorte d'extraversion empirique. On croit que les choses sont déjà là, dotées au préalable de toute leur signification substantielle, et donc savoir, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Dans les débats, souvent les gens disent, mais non, machin, ouvre tes yeux, regardez les faits en face. Mais vous ne pouvez pas regarder les faits en face, parce que les faits n'existent que dans vos têtes. Parce qu'en latin, fait vient de facere. Les faits sont étymologiquement et épistémologiquement des fabrications. Ça ne veut pas dire des fictions. Ce qu'il y a tout au plus en dehors de nous, c'est une sorte d'abstraction pédagogique ou plus ou moins analytique, il y a des données. Il y a des data, il y a du matériel que vous cueillez, que vos sens vous donnent, l'ouïe, l'oreille, les yeux, etc., vous donnent un tas de données qui vont vous donner à penser. Ils ne vont jamais donner ce qu'il faut penser. Ils donnent ce qu'il faut penser, ce que vous allez penser en fonction de votre culture, là où vous vous retrouvez, là où vous avez déjà les instruments pour travailler sur ce matériel et en faire un sens. Disons, les données, c'est un peu comme le matériel de bricot, de Big Mac, c'est du ciment, c'est du sable, etc. Et vous pouvez en faire un tas de choses, une maison, une autoroute, une statue, je sais quoi. Et donc, les données n'imposent rien. Elle propose un sens à des gens qui sont déjà enclins à chercher cette signification-là. Mais les faits, comme je dis, la vérité, c'est toujours une vérité construite dans la tête de tout un chacun. C'est pourquoi je mets, si vous voulez, les données, c'est un peu nébuleux, c'est une sorte de magma, c'est une sorte de matrice dans lequel chaque culture va piocher pour en faire ses idées à lui. Par exemple, prenez ceci, c'est une table. Vous dites, oui, mais même si je vais faire pipi, ça reste une table. Mais absolument pas. Quand il n'y a plus personne dans cette salle, il n'y a plus de table. La table, en tant que fait, est quelque chose qui n'existe que quand il y a quelqu'un qui est en train de se faire une idée de ceci est une table. Mettons un pygmée qui vient ici, qui n'a jamais mis les pieds en Europe, il débarque ici, de Zaventem, tu l'amènes ici, et il voit ça, et bien il entend que ça fait du bruit, il voit que c'est un peu grisâtre, ça donne une sensation de dur, mais il va dire, mais non, mais comment est-ce que les Blancs font pour vivre dans des cases aussi mal faites? Les serpents, le soir, ils vont entrer, il n'y a pas de mur dans vos cases. Donc, les mêmes données qui, pour nous, signifient table, pour lui, c'est une case mal faite. Donc, vous ne pouvez pas lui dire, ouvre les yeux, regardez bien, c'est une table, mais il voit très bien. Il voit exactement la même chose que nous, mais dans sa tête, ça devient autre chose. Et donc, c'est la même chose pour les données. Chacun va faire, parce que mettez maintenant qu'il s'agit des données corporelles. Et oui, mais les Wakanongo, les gens de la Mongolie extérieure ou de la Basse-Patagonie, ils ont des corps quand même. Non, ils ont une matérialité corporelle. Ils ont des bras, ils ont des yeux, ils ont des oreilles. Ça, c'est de l'organique, mais il ne faut pas confondre l'organique en tant que pure matérialité, pure donnée, avec le corps significatif. Le corps significatif est toujours un fait culturel. C'est un fait historique, c'est un fait que tout un chacun, dans sa culture, cogite et crée et construit. Et donc, vous ne pouvez pas comparer. Si vous êtes dans une culture triangulaire, vous allez avoir un corps triangulaire. Si vous êtes dans une culture carrée judéo-chrétienne, eh bien, vous allez avoir d'instinct un corps fait à la manière judéo-chrétienne, et ainsi de suite. Parce que le contraire, si vous imaginez que le corps est là, en dehors de toute culture, vous êtes dans le deuxième schéma où il y a un corps qui fait
office d'un réel de référence absolue. Et donc, il y a seule la culture qui est dans le mille, qui commence à se rapprocher de la réalité corporelle, serait dans le vrai, mais c'est faux. À ce moment-là, seul le médecin, seul le physicien, seul le neurophysiologue connaîtrait vraiment ce qu'est le corps. Mais à ce moment-là, il faut se taire avant que la science naturelle ait finalement expliqué ce qu'est vraiment le corps. Il n'y a pas vraiment de corps. Il y a autant de corps vraiment qui comptent qu'il y a de cultures. Et c'est de cela qu'il faut partir. Les cultures ne constituent pas une dimension ou un emballage cadeau pour un cadeau qui est identique pour tout le monde. Il faut vraiment, je crois, dans ce genre de colloque, se mettre ça en tête qu'il n'y a pas un corps. On ne peut pas parler au singulier d'un corps qui ferait universellement foi et univoquement loi. Chacun gros, parce qu'on est blanc, parce qu'on est moderne, parce qu'on a en gros entre nous, on a des idées du corps, on s'est fait des idées du corps qui chevauchent. Et quand vous êtes dans d'autres cultures, ou dans d'autres périodes, allez à l'époque du christianisme naissant, leur idée du corps était hallucinante, si vous voulez. Les chrétiens croyaient que imiter le Christ, c'était se faire châtrer, littéralement. Origène se couper les couilles pour être près de Jésus. Heureusement, les choses ont changé. Les femmes, c'était le plus facile, les chrétiens. Mais, et aussi, le mariage était aberrant pour les chrétiens. De toute façon, la fin du monde était pour demain, donc il n'y avait plus besoin de forniquer. C'était fini. Déjà, dans la même culture, si vous voulez, vous êtes très vite dans une autre culture, dans une autre corporalité. Et donc, le corps comme fait. Avec les mêmes éléments, on va se faire des corps qui peuvent chevaucher dans le temps et l'espace, mais qui parfois sont irréductibles. Le corps Konongo, le corps de ces braves gens qui m'ont accueilli, qui m'ont encaissé pendant quelques années, le corps qu'ils avaient en tête, le corps qu'ils vivaient, si vous voulez, n'était pas du tout le même corps que moi j'avais dans ma tête à moi. Ils étaient incompatibles, incompressibles. C'est une des leçons d'un anthropologue vieillissant, c'est respecter la singularité des choses. Ne cherchez pas à les mettre tous dans le même sac. Là c'est l'oignon et l'artichaut. Si vous croyez que le réel est un artichaut, plus que vous enlevez les feuilles extérieures, plus que vous enlevez la dimension culturelle, vous enlevez l'idée musulmane du corps, vous enlevez l'idée africaine du corps, vous enlevez l'idée chinoise du corps, finalement on arrive au cœur de l'artichaut, on arrive au corps universel, mais c'est faux. Le réel est comme un oignon. Plus que vous enlevez, moins vous avez dans vos mains. Vous enlevez le musulman, le chrétien, vous enlevez Platon, vous enlevez le Kung Fu, vous enlevez... Finalement, vous n'avez plus rien. Un oignon, il n'y a pas que, il y a le réel. Le réellement réel, c'est le singulier situé dans telle ou telle époque historique. Mais qui est-ce qui décide, si vous voulez, du triangle, du carré, du cercle? Qui est-ce qui fait des choix culturels? Parce que les cultures résultent de choix, si vous voulez. Ce sont des projets avec un grand P. C'est quelque part quelqu'un qui a dit, voilà, le corps, c'est un prison. C'est Platon. Et là, on est parti pour une oscillation folle depuis les gréco-latins, entre le corps, les statues grecques et les Jeux olympiques, et puis le corps des philosophes dont il fallait se défaire au plus vite, parce que c'était un poids, ça nous empestait. C'est pourquoi quand Saint Paul est allé à Athènes pour dire « vous pouvez ressusciter désormais », ils ont dit « mais
débloque. Une chose qu'on ne veut pas, c'est ressusciter, retrouver le corps, c'est retourner en prison. Nous, on veut rejoindre l'un, on est une étincelle du divin, et c'est le corps qui nous a détachés de l'essentiel. Heureusement, à la mort, ça disparaît à tout jamais, et on rejoint notre identité essentielle. Mais c'est des philosophes, entre guillemets, ou des scientifiques, ou Père Freud récemment, si vous voulez, qui a tout salopé. Tout dans une immense poubelle érotico, mystico, Dieu sait quoi. Et on est tous préprogrammés par ces grands penseurs qui ont choisi de nous mettre dans un triangle plutôt que dans un carré. Et là, je viens petit à petit à votre colloque. C'est là que vous êtes mal barré. Honnêtement, là vous êtes mal. D'abord, c'est une femme, je n'ai rien contre les femmes. Je ne vois pas pourquoi ça serait. On aurait pu mettre un homme en train de sauter. Il y en a un, c'est bon. Mais il est toujours seul. Bon, il est dans la mer, c'est toujours ça gagné. Bien qu'on croit qu'elle essaie de s'en évader. Ne pas trop se mouiller. Elle est foncièrement seule. Ça, c'est un lapsus typiquement occidental. On est dans très en gros, les cultures bifurquent en deux directions. La direction de l'ego et la direction de l'autre, en grec allos. Moi, je compare, si vous voulez, ces deux extrêmes, égologie et allologie. Pencher plutôt du côté du soi tout seul, soit du côté de l'autre. Bon, ce ne sont pas des contradictoires, ce ne sont pas des extrémités qui ne se joignent jamais. Idéalement, ça devrait tourner en rond, comme dans les fameuses boucles de Edgar Morin. Ce sont deux extrêmes du genre idéal-type, du genre archétype. Il n'empêche que l'Occident, les choix que l'Occident a fait en matière de pensée corporelle sont extrêmement excessifs, ils sont extrêmement extrémistes, ils sont très très loin de ce que la plupart des cultures ont vécu et conçu en matière d'incarnation. Pensez déjà à Socrate, Gnosis te auto, c'est-à-dire essayer de te connaître toi-même du dedans. Puis j'ai dit, il y a tout ce poids du corps comme prison. Le corps, on est emprisonné. On n'était pas fait pour être dans ce bas monde, tout ce manichéisme moralisateur, manichéen. Et donc il y a ce soi tout seul et qui culmine, si vous voulez, chez les philosophes, chez Descartes. Cogito ergo sum. Mais ce n'est pas le moi incarné chez Descartes, c'est le soi solipsis, le soi spirituel, subjectif, tout seul, qui effectivement ne peut pas se nier sans automatiquement s'auto-affirmer. Si je doute, c'est que c'est moi qui doute. Mais ce n'est pas moi, c'est uniquement cette espèce d'abstraction, le soi purement intangible, immatériel, qui se sait actuellement être lui-même. Parce que chez Descartes, il n'y avait pas moyen de rejoindre le corps, son corps à lui. Il a fait toutes sortes de spéculations, il a essayé de localiser le pont entre le spirituel et le charnel, entre matière dans une partie du corps, ça ne tient pas à l'autre. Ou c'est matériel, il était piégé, ou ce pont est matériel et donc il ne peut pas être connecté au spirituel, ou c'est spirituel et donc il ne peut pas avoir un pied dans la matière. Donc, il tournait en rond, si vous voulez. Et finalement, il a dit, bon, le seul moyen, parce qu'il se peut qu'il y ait un gros malin qui se foute de ma poire.
qui me donne l'illusion que vous êtes là, que j'ai un corps. Le seul moyen, c'est qu'il y ait un bon Dieu qui me garantit que j'ai un corps et que j'appartiens à un corps social. Il n'a jamais pensé que le corps social appartenait au corps cosmique. C'était pas, à l'époque, si vous voulez, il était exclu que l'humain ait un quelconque rapport avec l'animal. Et là, on y est toujours. Ça veut dire, même maintenant, grâce aux éthologues, grâce aux primatologues, on commence quand même à accepter qu'il se peut que les gorilles, les chimpanzés, etc., soient plus ou moins sur la même longueur d'onde. Mais ça, c'est très récent. Jusqu'à ce qu'il y a peu, si vous voulez, il y avait un hiatus, un écart, un abîme qu'on ne pouvait jamais combler, qu'on ne pouvait jamais traverser entre l'humain, entre le corps humain et le corps animal. C'était exclu, c'était deux mondes totalement. Métaphysiquement, c'est vrai, parce que Dieu mettait l'âme dans l'homme, dans le corps humain, d'emblée ou d'office, et même chez les ce fameux moraliste, oh, là, vous exagérez, là, 7 minutes. Il y a ce grand moraliste, il vit toujours, Singer, qui a dit « Je ne vois pas pourquoi un chimpanzé ultra intelligent ne serait pas aussi respectable qu'un enfant humain totalement handicapé, irrécupérable. » Bon, grand scandale au Vatican et les meilleurs, pas possible. Mais c'est possible, il suffit de réfléchir autrement, de faire autre chose avec les données pour que vous ayez un autre... Et aussi, dans notre culture à nous, c'est Rousseau qui est passé par là jusqu'à aujourd'hui avec un grand moraliste immoral américain, Rawls, si vous voulez, qui sont uniquement dans l'idée que l'autre, j'en ai besoin uniquement contractuellement. Je fais un contrat quand c'est dans mon intérêt. Si j'ai aucun intérêt, je ne fais pas de contrat. Et donc on est dans un individualisme excessif qui est totalement inadmissible pour les Africains, peut-être parce qu'ils ne peuvent pas se remettre le luxe de cette espèce de nombrilisme occidental, de ce solipsisme égocentrique. C'est possible, c'est à discuter, mais c'est clair, si vous voulez, que le selfie, c'est le symbole suprême de ce repli de l'Occident sur lui-même, et où l'autre est tout à fait en supplément. C'est pourquoi, si vous voulez, il y a tellement de mariages et de familles qui foutent le camp, c'est parce que moi, je ne trouve pas que mes comptes sont justes. Je me suis marié croyant que ma femme savait bien cuisiner, elle brûle même les spaghettis, donc le contrat non plus. Pas à moi de changer les pampers, c'était pas dans le contrat. Donc, on raisonne comme ça. En Occident, on a les droits d'individu. Quant à penser que la nature même ait des droits, ça c'est complètement loufoque. On doit faire attention de ne pas exagérer. Mais les autres, ils n'ont pas de droits, ce n'est pas des humains. Donc, on fait un contrat symbolique, c'est le contrat naturel du philosophe français. Là, on est dans une option égologique qui peut être normale, si vous voulez, mais qui peut connaître des excès. Vous pouvez avoir une égologie qui est acceptable, c'est le cas, je crois, de la plupart d'entre nous, mais il y a une égologie qui va un peu trop loin. Là, vous êtes dans la défense, la disparition de soi, par la défense, par la drogue, par l'alcool, etc., etc. Il y a une égologie qui va trop loin. L'analogie aussi, si vous voulez, le fait que l'autre est au-dedans de vous d'emblée, d'office, que votre corps est un corps social avant d'être votre corps personnel, si vous voulez, ça aussi peut avoir des dérapages excessifs. Vous pouvez avoir une sorte de confusion mystique, les mystiques qui disparaissent totalement dans le divin, ou les bouddhistes qui ne rêvent que d'une chose, de ne plus naître ou être quoi que ce soit. Et donc, je crois que ces grilles d'analyse, écologie,
allologie cadre bien, si vous voulez, toutes nos réflexions, toutes nos approches, toutes nos attitudes envers le corps. On a beaucoup d'autres choses à dire. Ça me rappelle des choses. C'est souvent bon, on dit, oui, c'est fascinant tout ça, les anthropologues, ils amènent beaucoup de drôles à droite et à gauche, mais on ne sait pas quoi on fait après. Je rappelle ma pauvre maman, que Dieu ait fait sous son âme, qui était catholique, mais pas trop. Et une chose qu'elle n'avait pas du tout, c'était le divorce facile. Là, c'est cette génération allologique, on serrait les fesses. Et c'est vrai, ma génération, on a été professeur, et puis après, c'est maintenant qu'on dit, c'est Mike Singleton. Non. On était dans le rôle, l'identité personnelle, ça ne jouait pas grand-chose pour ma génération. Et comme je dis, maman, le divorce facile, ça alors moi j'ai dit, mais maman, chez les pygmées, il n'y a pas de mariage. Les jeunes cohabitent. Et si ça ne va pas, ils se décohabitent, ils ne couchent plus ensemble. Il n'y a pas de trauma, il n'y a jamais eu de contrat. Nous, tu dis, jusqu'au moment où tu dis, j'accepte, vous êtes libre. Je me rappelle une fois, j'étais dans un train avec un abbé congolais qui voulait, non, un abbé du Nigeria, donc il parlait anglais, il voulait postuler une bourse pour le centre culturel français, il devait remplir les formulaires. Alors pour le statut, il a dit, qu'est-ce que j'ai écrit là? J'ai dit, célibataire. Je dis, bon, montre-moi ce que tu as écrit. Il a écrit, c'est la liberté. Parce que c'est vrai, une fois dans notre loi, tu as dit, oui, j'accepte, tu es gazine à tout jamais. Au mille-poil, chez les curés, il n'y a pas un moment où on va chez le curé ou chez le bourgmestre. Tout est flou, c'est make love not war, tout est relax, c'est cool. Alors ma maman a dit, mais nous ne sommes pas des pygmées. Et là, elle a tout à fait raison. Vous savez, on ne peut pas ni naître ni être partout à la fois. On ne peut pas être bilocalisé. Certains saints canonisés, mais ils étaient tous en Italie. Il devient plus difficile au-delà des Alpes. Ils pouvaient être dans deux endroits à la fois. Ils étaient en train de prier devant le Saint-Sacrement. Et puis au même moment, ils étaient au Vatican, en train d'engueuler le pape. Pas pour la pédophilie à l'époque, c'était la polygamie. Donc, au même moment, ils étaient en deux endroits. Mais là, pour le commun des mortels, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir un autre corps, le tien, mais tu ne peux pas avoir un autre corps social que celui que le destin t'a donné. Donc, vous êtes blanc, vous êtes dans le monde moderne. La seule chose, je dirais, que fait miroiter ou qui fait rêver l'anthropologue, c'est que vous êtes dans votre triangle actuel, vous êtes localisé, corporalisé, incarné comme Européen moderne, postmoderne, etc. Et vous avez en face de vous toutes les autres cultures, les bouddhistes, les Wakalongo, les Pygmées. Si on reste à ce niveau-là, on n'en sort pas. Justement, on n'en sort pas. On reste chacun chez soi. C'est intéressant de savoir que vous êtes dans votre carré. Ce qui me fait rêver comme anthropologue, c'est justement que le dialogue interculturel, c'est prendre acte de la localisation de l'autre pour non pas que moi je me transfère vers les Wakalongo ou vers les Esquimaux ou vice-versa, mais qu'ensemble, si vous voulez, nous nous délocalisons vers un lieu inédit, un lieu qui sera post-moderne, post-africain, post-asiatique, post-bouddhiste, vers un lieu inédit où il faut lâcher du lest, il faut larguer les amarres, il ne faut plus vouloir maintenir un strict minimum d'identité corporelle triangulaire. Il faut avoir le courage, si vous voulez, de vous délocaliser en vous laissant interpeller par ces autres cultures, parce
ça peut, si vous voulez, arriver à un enrichissement essentiel, et non pas prendre des petits blocs, des petits trucs qui vous intéressent. C'est ça. Disons, le dernier mot, c'est vive la désincarnation. C'est exactement